Oui, il s'agit bien de notre inoubliable Zèphe. Moucron ne serait en effet qu'une ville sans panache, sans son collège Saint-Joseph, ou brièvement le Zèphe, que nous continuerons d'appeler ainsi, malgré l'épouvantable changement de nom des années 80. Dans ce qui suit, il s'agira surtout de son corps professoral, d'avant cette date-là. L'orgueil architectural de Moucron était, et est sans doute toujours, son hôtel de ville, qui, à l'heure de cette photo, est occupé par un ancien du Zèphe, le renommé Jean-Pierre de Trémery, qui a acquis barbe et prestige. La ville s'enorgueillit aussi de son château des Comtes, qui figure au firmament des archéologues pas trop exigeants. Mais autrefois, ce château, actuellement sans beaucoup d'allure, était un ensemble digne de l'intérêt d'un certain Charles Quint, qui y aurait pris un repas et passé une nuit. Moucron est souvent appelée la cité des Hurlus. Dans les années 1500, lors de la naissance du protestantisme, les partisans de cette nouvelle religion furent appelés gueux, ou localement Hurlus. Ils parvinrent même à s'approprier le château des Comtes pour peu de temps. Mais c'est l'église décanale Saint-Barthélemy qui étend ses ailes religieuses sur la cité frontalière. Et elle participe même volontiers aux fêtes de fin d'année, s'enrobant de beaucoup de lumière, pour le plus grand plaisir de M. Charles Selos, dont l'union Église-Collège fit toujours les délices. Nous le saluons au passage, même si, entre-temps, il s'occupe peut-être des archives du paradis. En continuant notre randonnée nocturne, nous aboutissons dans la rue de Tournai, où la ville et le Zèphe se donnent rendez-vous. Tout ce qu'il y a d'honnête, bien sûr. Après avoir franchi la prestigieuse entrée du Saint des Saints du Zèphe, nous ne doutons plus que monsieur l'économe ait beaucoup de travail. Mais au fait, de quel économe s'agit-il? Eh bien, le voilà, l'abbé Gilbert Lavarthe, dont l'abbé Noël Liétard a dit un jour en le voyant s'affairer dans quelques gouttières à donner le vertige: « On peut voir que tu as fait de hautes études. » Mais on ne peut évoquer l'oncle Noël sans penser au neveu Lieven ou Liévin pour les vrais Moucronois. Ces diplômes, à lui, ne sont pas des diplômes de gouttière, bien évidemment. Mais en le chatouillant un peu, au sens figuré, vous pensez bien, il perd quelques brins de sa dignité académique. Mais, comme il reste profondément humain, il lui arrive de ne pas savoir exactement s'il lui faut ouvrir l'œil ou le fermer. Il y a des moments d'hésitation que tout le monde comprend. Mais cette perplexité disparaît dès qu'il est placé devant les petites joies de l'existence sacerdotale. Mais il est quand même préférable de regarder le collège en plein jour. Le travail nocturne n'est en effet que sa face cachée. N'est-ce pas qu'il a fière allure, monsieur Roger Daume, le grand surveillant des internes, lorsqu'il arpente sa cour? En ce temps-là, la chapelle était le cœur du Zèphe. Mais, quelques années plus tard, elle sera à l'agonie,
parce que des décideurs sans âme auront décidé sa mort. À l'heure actuelle, le collège au nouveau nom n'a sans doute plus d'âme non plus, ou tout au plus une âme au rabais. Mais commençons par le commencement, c'est de bonnes règles, même si ce commencement est un mariage de raison. Depuis longtemps, en effet, nous nous demandons si c'est Élie qui aime Maurice, ou si c'est Maurice qui aime Élie. Question pénible, à laquelle Élie lui-même ne semble toujours pas avoir trouvé de réponse. Essayons une autre pause. Mais est-ce que celle-ci ne rappelle pas trop le vaincu de Waterloo? Je crois que je suis finalement mieux assis. C'est d'ailleurs plus conforme à mon tempérament et puis, ainsi on voit mieux les livres, ce qui ne gâche rien. Mais à tout seigneur, tout honneur. Le chef du ZEF, c'est M. Log, dont tout le monde sait qu'il épie volontiers les rendez-vous de la lune avec le soleil, à moins qu'il ne soit à la recherche des étoiles au firmament de son collège, ce qui est sans doute aussi son rôle. M. Log ne conduit pas seulement des hommes, il est aussi très habile à conduire un tracteur dans une ferme américaine, ou à se mettre au gouvernail d'une speedboat sur le lac Erie, à proximité de Detroit. Un homme aux multiples talents donc. Mais même un principal de collège a parfois besoin d'être ciré, que ce soit à Chicago ou à Moucron. Un coup de brosse peut être très utile. Mais M. Log aimait aussi se cirer les entrailles au moyen d'un cirage d'une toute autre nature, peut-être bien de la dame blanche. Franz Littard avait même adopté le petit geste préféré du principal Log, lorsque celui-ci désirait qu'on lui passe un peu plus de ce cirage appétissant. Mais c'est finalement une équipe de 3 membres, messieurs Log, Lavard et le secrétaire Thierce, qui se trouve à la tête du ZEF. Qui est-ce qui est en train de chuchoter quelque chose comme les 3 grâces? Il ne faut quand même pas exagérer. Tout le monde sait que M. Thierce n'aimait pas Jacques Brel, car il avait été secrétaire du collège où celui-ci passa une partie de sa jeunesse. Ceci n'a toutefois pas empêché Monsieur Mariage, le seul authentique enfant de Moucron du corps professoral, de commettre son péché mignon, qui n'est rien d'autre qu'un brin d'idolâtrie. Idolâtrie qui a pour objet un certain Jacques Brel, qui n'en est toutefois qu'à ses débuts. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Il a réussi à l'inviter au collège pour faire plaisir à ses élèves. Et il n'est pas difficile de voir que le courant passe. Je t'aime.
Mais Monsieur Mariage, ah, quel beau nom pour un célibataire par vocation, fait aussi autre chose. Il s'adonne à la lecture, sans doute en vue de ses cours, mais semble quand même un peu surpris de notre entrée. Serait-ce de la lecture défendue? Mais il tourne vite à la page et sourit comme si de rien n'était. D'ailleurs, ça ne regarde personne. Ah, il est bien malin, ce monsieur Mariage. Ce qui a sans doute pour conséquence que les grands élèves de monsieur Mariage sont d'une application exemplaire. Même pendant un coup donné par un confrère qui a envoyé Jean Desrumeaux au tableau. Allons rendre visite à ce confrère. Ceux qui n'ont pas encore les cheveux poivre et sel se demandent sans doute de quel pape il s'agit. C'est bien le bon pape Jean XXIII que vous voyez. Mais lui aussi doit s'adonner à la lecture pour emmagasiner ce qu'il déversera devant ses élèves. Un des premiers confrères laïcs, M. De Vos, qui enseigne également les maths, est venu vérifier chez lui s'il peut toujours continuer à prétendre que 1 égale 1. On n'est jamais trop bien renseigné. En 1964, on voit déjà les effets du Concile Vatican II. Non, il ne s'agit pas des fleurs, mais du costume qui remplace la traditionnelle soutane. Encore un peu mal à l'aise, sans doute. Autrefois, il était strictement interdit de sortir sans soutane, sauf pour accompagner comme aumôniers les compagnons bâtisseurs élèves du collège qui passaient une partie de leurs vacances à construire, peu après la fin de la guerre, des logements dans l'Allemagne grandement détruite. Son travail consistait non seulement à encourager ses volontaires pleins d'ardeur, mais aussi à participer au terrassement par exemple. Vous le voyez ici à gauche. Le second est Jean-Pierre de Trémery, le futur député et bourgmestre de Moucron. Plus tard, il acceptera d'aller travailler en Afrique, et dans l'enseignement, et dans la pastorale. Joseph Bourré est, comme tous les autres, un éminent confrère qui prend sa tâche très au sérieux. Qui oserait en douter? Il est un hôte apprécié chez M. Lazou, qui est professeur dans une classe préparatoire du collège. Mais notre petit doigt nous dit déjà que Joseph ne s'arrêtera pas au bas de l'échelle ecclésiastique. Il arrivera en effet en l'an 2003 au sommet du chapitre cathédral de Tournai. Il est de ceux qui sont nés pour les sommets. La cage de Joseph, alors qu'il était encore professeur au collège, a sans doute donné des idées à certains organisateurs d'expos. Un jour donc, la SAOS, ou en toutes lettres, la Société des Amis des Oiseaux du Zeph, organise une exposition ornithologique gratuite. Il y en aura pour tous les goûts.
et le guide bénévole attend les visiteurs qui seront sans doute nombreux. Il ne doit d'ailleurs pas attendre longtemps. Le premier est un ecclésiastique qui s'intéresse visiblement aux choses de la nature. Le guide fait évidemment tout ce qui est en son pouvoir pour répondre aux nombreuses questions concernant les volatiles. Les explications fournies ont emballé le visiteur, à tel point qu'avant de partir, il veut se documenter sur l'un ou l'autre point du règne animal. L'expo ornithologique terminée, le guide redevient tout simplement Monsieur Menet, ici en discussion avec l'abbé Marcel Mercier, futur doyen de Moucron. Mais, Monsieur Menet, à qui avez-vous dit un jour « jeu de main, jeu de vilain » Mais nous voyons avec plaisir que peu de temps après, vous regrettez très fort. Votre regard trahit le remords. Toutefois, le mieux, c'est d'oublier. Maintenant, un petit retour au Moyen-Âge avec les trois mousquetaires, qui ne sont, hélas, plus que deux. Leurs noms, Louis et Georges. Après le repos, c'est l'affrontement. Et voici l'un des deux, avant qu'il n'eût reçu la vocation de mousquetaire. Il était alors l'un des nombreux à faire ses 18 jours, en vue d'un éventuel service militaire. Tu t'en souviendras sûrement, Louis, même dans l'au-delà. Et l'autre mousquetaire, Georges Mine, se fit parfois guide spirituel d'un pèlerinage estudiantin à Lourdes. Vous le voyez ici, tout à fait à gauche. Nous n'avons malheureusement qu'un seul souvenir photographique de M. Neuten, le surveillant des externes. Essaye-t-il ici de consoler son collègue Liévin, qui est apparemment accablé? Dieu sait de quoi. Osef, les activités se suivent et ne se ressemblent pas. Mens sana in corpore sano semble être la devise d'Eugène Vanou. C'est ainsi qu'on arrive à dominer le monde ou son monde. Mais pour parvenir au même résultat, les jeunes ont parfois besoin de deux plus petits que soi. Mais il y a aussi pendant le cours de gym le coin des impotents. Ils ne semblent toutefois pas trop souffrir de leur incapacité, sans doute fondée, car qui oserait en douter? Mais que serait un collège sans étudiants qui étudient? Joseph Arens donne l'exemple dans sa coquette petite chambre d'interne, qu'il doit à l'initiative de M. Locke. Mais depuis toujours, la détente est la récompense de l'effort. Mais pour les internes plus jeunes, il y a la salle de jeu de M. Dôme, qui, lui, doit avoir des oreilles d'acier. Mais pour les aînés, il y a déjà la télévision qui en est toutefois encore à ses débuts. C'est une grande nouveauté au collège.
il y a des dates que tous les internes connaissent par cœur. Parmi elles, le 6 décembre. La veille, l'attente est grande. On saluera bientôt l'arrivée du grand saint patron des bons écoliers. Il est bien sûr reçu très officiellement car on espère qu'il récompensera les bons. Et ne fera pas trop la leçon à certains autres. En effet, le bon saint n'est pas avare, car pour quelques petites cigarettes, fumées en cachette dans les toilettes, il donne généreusement un gros cigare. Mais messieurs Menet et Bourré, qui eux ne craignent rien, n'en reviennent pas. Est-ce possible que ce saint homme soit si sévère? D'Achille, ouest, cet homme-ci, le serviteur des serviteurs de Dieu, lui, n'y était pas. Dommage, car il aurait mérité d'être félicité. Il est en effet plus fidèle que le plus fidèle, et le restera jusqu'à sa mort en 2003. Dag Remy, hoe gaat met zulke mensen? Remy est l'homme à tout faire, et à ce titre, il est aussi l'homme de confiance des sœurs, qui gèrent la cuisine. Passons donc les voir. On sonne à leur porte. C'est sœur Justine, sœur Purge pour les intimes, qui répond à notre coup de sonnette. Wat est, meneer? Lui ayant dit que nous venons pour une chose importante, elle ouvre, toutefois non sans méfiance, ce qu'elle ne réussit pas à cacher. Entrer au sein des saints de leur petite communauté est une faveur qui n'est pas donnée à tout le monde. Zuster Lutgarde se méfie elle aussi. Ne s'agirait-il pas d'une blague? Ayant pénétré au sein même de leur appartement privé, nous disons à la supérieure, Moeder Albina, que c'est pour la télévision. Même s'il s'agit d'un mot qu'elles ne doivent pas bien comprendre, elles acceptent de continuer leur prière, avec sans doute un peu plus de distraction. Après la prière, c'est le repas. Mais au dessert, Zuster Lutgarde, qui n'est plus des plus jeunes, se salit un peu sous le regard malicieux de Zuster Justine. Si vous avez encore de bons yeux, vous avez sans doute reconnu celui qui lit son bréviaire dans les allées du jardin. Pour ceux qui n'ont plus les yeux qu'il faut, il s'agissait bien de Léon, Léon Reincout. Tout le monde sait qu'il aime les visites, mais il se méfie des regards indiscrets. Si vous voulez bénéficier de sa confiance, attendez qu'il ait tiré ses tentures. Alors, vous êtes seul à seul avec lui, et c'est le dégel. Mais en 1961, Léon doit se faire soigner en Suisse. Quelques confrères ont ainsi l'occasion de faire œuvre de miséricorde. Ils se mettent en route tels de bons samaritains en passant par exemple par Laon. Avec sa splendide cathédrale, qui fut l'une des premières cathédrales gothiques du Moyen-Âge. En regardant bien, vous voyez qu'on y a représenté de nombreux taureaux qui étaient par excellence les bêtes de somme en ce temps-là. On ne l'a pas oublié. Il va de soi que c'est à Franz Littard que nous confions notre destin
sans la moindre appréhension. Pour vous en convaincre, il suffit d'admirer le calme des passagers arrière, Jean Roulens, qui semble toutefois déjà appréhender sa future fonction de directeur, et Gilbert Lavarde, celle d'économe. Allez voir, on peut penser que ces futures fonctions n'auront rien de commun. Châteaudet est un beau pays à l'air pur. Nous sommes sûrs que Léon y récupérera vite. Au retour, nous profitons d'un arrêt pour faire une photo originale des bons samaritains, en espérant qu'ils passeront ainsi à la postérité. Et Franz est visiblement autosatisfait d'avoir ramené son petit monde à bon port. C'est dans les années 50 que sonna l'heure de prof laïque dans le secondaire. Messieurs Van de Velde et Gérard inaugurèrent la série. Mais les clercs n'étaient pas morts pour autant. Michel Lemay joue sa joie de survivant. Michel, nous comprenons très bien que tu t'entoures de livres, puisque tout le monde te considère comme un intellectuel. Et de nouveautés techniques à peine nées, tel un enregistreur pour illustrer tes cours. Et que tu écoutes en silence les conseils de Monsieur Mariage, car, comme tout le monde sait, le charisme particulier de ce confrère est d'être intarissable. Et que tu sois un homme pratique qui réussira à sortir cette petite voiture sans égratignure pour que la belle limousine de Monsieur le principal log puisse prendre l'air à son tour. Mais nous sommes quand même quelque peu choqués de te voir nous présenter ce périodique qui n'a rien de bien clérical. Mais peut-être bien que tu es en train d'en sourire maintenant dans ta nouvelle vie céleste. Espérons-le. Et vers la fin de notre exposé, nous nous arrêtons un instant devant la porte de la respectable classe de Rétaux des années 50, et dont le titulaire d'alors était Raymond Cole, un futur chanoine. Nous le voyons ici durant le souper de fin d'humanité, à côté de Michel Varro, qui peut ainsi prouver qu'il a bien profité des leçons sur l'art de la discussion. Et vous laissant rêver d'un passé bien révolu, nous vous disons merci de nous avoir écoutés gentiment. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés gentiment.